Bien, bah, écoutez, bonsoir à tous les connectés et bienvenue donc à cette séance de présentation du Master 240, hein, droit européen et international des affaires. Donc, Master pareil de film. Vous pouvez mettre vos caméras, hein, si vous voulez. Il y a pas de, vous pouvez rester sans caméra ou vous pouvez mettre vos caméras. J'ai vu des tentatives. Euh, alors, juste vous présenter rapidement ce master qui, comme son nom l'indique, traite de droit des affaires, mais uniquement et exclusivement dans une perspective des, du, du droit européen et international, sachant que quand on dit cela, on vise autant les sources des règles que tout simplement le contexte dans lequel on applique un certain nombre de règles. La particularité, je pense déjà du master de 140, outre le fait que c'est un master très exigeant, c'est aussi tout d'abord le fait qu'il est, étant international, étant européen, ouvert d'abord sur des enseignements qui sont à la fois en français et en anglais, donc qui exigent d'être en capacité de suivre un cours en anglais, mais plus que cela, de rédiger en anglais et d'être capable de travailler en anglais, ce qui sera d'ailleurs la réalité d'une carrière dans le domaine international. Donc ça, c'est un point qui est très important. C'est ensuite, je pense, un master qui convient lorsque on a une curiosité, une ouverture intellectuelle. Pourquoi? Parce que les carrières internationales nécessairement vous mettent en contact de gens venant d'autres horizons, donc avec d'autres pratiques, d'autres comportements, d'autres cultures, d'autres droits, et donc il faut une capacité évidemment à comprendre les situations et pas simplement à appliquer des règles de droit. Donc je dirais que compétences linguistiques plus une ouverture intellectuelle, une curiosité, et où déjà une pratique de l'international est assez important et disons vous permettra d'être tout à fait à l'aise dans ce master. C'est un master qui est évidemment très professionnalisant, en ce sens que les étudiants qui rejoignent le master 240 ont déjà un bagage généralement technique, notamment en droit international privé, par exemple, ou tout ce qui relève des procédures, des règlements des litiges. Pourquoi? Parce que au niveau du master, au niveau 240 de cette année-là, vous êtes déjà confronté à des professionnels, donc même s'ils vous font des cours, il faut que vous ayez déjà quand même un certain bagage. Donc ça, c'est les points, je dirais, classiques de filtrage, de contrôle, ou en tout cas de raison, enfin, du bagage que vous devez avoir pour venir dans le 240. Après, il y a une autre dimension, et ça, les étudiants pourront vous en parler très clairement. Il y a une autre dimension, c'est qu'il y a une dynamique importante au sein du master, que ce soit dans l'application des MOOC, donc des procès fictifs, ou d'autres activités. Il y a des séries de conférences qui s'ajoutent. Et donc, je pense qu'il y a aussi une particularité du 240, c'est que vous êtes vraiment une promotion qui fonctionnait en cohérence entre vous. Et le fait qu'il y ait des étudiants avec des parcours et des origines différentes, ça renforce aussi cette dynamique internationale. Donc ça, c'est le point particulier. Et puis après, la dernière chose que je voudrais dire de manière générale, c'est que c'est un master qui est quand même très sympa. Pourquoi? Parce que les matières que vous allez aborder sont des matières très, très intéressantes et qui ouvrent sur toutes je dirais les grandes interrogations du moment. On retrouve, lorsqu'on fait du droit européen et international, on retrouve tous les sujets dont on entend parler en termes de géopolitique au quotidien. Pourquoi? Parce que ça impacte les affaires, que ça ait des sanctions à la façon dont on structure ces opérations. On est en prise directe avec l'actualité et l'actualité internationale. Donc il y a un côté quand même assez stimulant. Quant aux débouchés, bah, les débouchés du master de 140 sont, je dirais, assez classiquement d'abord le monde de l'avocature, hein, ça c'est clair. Beaucoup d'anciens des 240 sont avocats. Alors, ils deviennent ce que on appelait avant les international lawyers, donc les avocats internationaux, et on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, quand même, les professions
sont plus identifiés. C'est un domaine très vaste, puisque ça va du contentieux au conseil, hein, évidemment, c'est toute la panoplie. Mais on peut aussi, il y a aussi un certain nombre d'anciens qui sont partis plutôt vers des organisations internationales ou des entreprises, notamment dans les directions juridiques internationales. Alors, elles ne s'appellent plus désormais directions juridiques internationales, mais notamment les gros groupes, vous avez effectivement des juristes qui, compte tenu de l'activité des entreprises, qui ne font que de l'international. Donc, le master, historiquement, débouche beaucoup sur l'avocature, mais ouvre aussi d'autres carrières potentielles, entreprises et organisations internationales. Alors voilà pour une présentation très, très succincte, très brève, pour donner ces éléments, mais je pense que l'intérêt essentiel de cette séance, c'est de répondre aux questions que vous vous posez, parce qu'évidemment, des informations objectives et rationnelles sur le 240, vous en trouvez beaucoup. Elles sont écrites notamment sur le site de Dauphine, mais sans doute avez-vous des questions. Avant de répondre aux questions, je vais passer la parole aux étudiants de cette année pour qu'ils complètent mes propos. Alors moi, l'autre chose, c'est que je ne resterai pas longtemps, non pas parce que je ne veux pas rester avec vous, mais c'est juste pour vous donner l'espace de liberté pour pouvoir discuter avec les étudiants, et que donc je me retirerai à un moment donné et me sentirai très très libre de poser des questions. Il n'y aurait pas la figure d'autorité du professeur qui traîne sur le réseau. Mais peut-être que certains de nos étudiants de cette année, Malak, par exemple, vous avez des choses à dire en complément. Oui, alors bonjour à tous. Donc moi cette année, j'ai la chance de faire partie du 240 et j'ai également eu la chance de pouvoir aller à l'étranger avec le master. Donc là actuellement, je suis à Singapour pour un échange. Je vais vous expliquer un peu mon parcours. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont déjà à Dauphine, mais personnellement, j'ai commencé directement à Dauphine en première année de licence. Ce qui a fait que pour moi, le master 240, c'était le master de droit à Dauphine qui s'accordait le mieux avec ce que je voulais faire plus tard. La plupart des élèves de la classe ont passé le CRFPA ou vont le passer l'année prochaine et veulent devenir avocats. Donc, c'est un peu la majorité des élèves qui suivent cette voie. Mais ce n'est pas la seule, puisqu'il y en a qui veulent travailler directement en entreprise. Et moi, personnellement, je ne suis pas du tout représentative de la classe, mais je voudrais aller plutôt vers la magistrature. Donc, voilà, je serai là pour répondre à vos questions si vous en avez, donc n'hésitez pas. Et je donne la parole à Chérifia. Alors, bonjour à tous, je me présente, Chérifia Ateb de Tôme. J'ai fait ma licence à Descartes, puis mon master en droit des affaires à Paris-Saclay, et j'ai ensuite intégré le master 240 à Dauphine. Et pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Malak, par rapport au projet professionnel, moi je suis rentrée dans le 240 avec un projet professionnel en tête. Et au fil du temps, il s'est affiné. Et ce que je retiens du 240, c'est que c'est un master qui est assez complet pour pouvoir vous accompagner, quel que soit votre projet professionnel, même s'ils évoluent au fur et à mesure du master. Donc, comme l'a souligné M. Renoir, les matières sont très diverses. Vraiment, le corps pédagogique est très accessible. Il est vraiment là à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils. Les professeurs, M. Renoir, Mme Delphine, sont vraiment là pour vous accompagner. Donc, voilà. Et oui, effectivement, c'est un point que vous avez tous en tête, parce que généralement, si vous faites de l'international, c'est qu'il y a la possibilité, durant l'année de Master 2 de 140, de faire le second semestre en mobilité. Pas une obligation, mais c'est une des possibilités qui est offerte. Ça dépend évidemment, certains ayant déjà fait une mobilité avant ne veulent pas en refaire une, ou vous voulez en refaire une. Enfin, voilà, mais il y a cette possibilité, effectivement, qui existe et qui est assez naturel et normal dans un master droit européen international, c'est clair. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis sûr qu'il y a des questions, parce que je vois quelques têtes qui m'ont attrapé dans les couloirs à la sortie de cours pour me poser des questions déjà. Oui, si vous m'entendez, oui. Très bien.
Bonjour, alors je me présente, moi je m'appelle Claire. J'ai fait un parcours un peu particulier parce que j'ai fait 2 années de prépa. Ensuite, j'ai intégré une école de commerce à Grenoble, j'aime. Et en parallèle, l'année dernière, en L3, je me suis inscrite directement à la fac de Grenoble en droit. Et donc, j'ai eu ma licence. Et cette année, je suis en master droit international européen à la fac de Grenoble. Et en même temps, en master de finance à GEM, donc Grenoble École de Management. Et j'avais une question parce que moi, je vais passer le CRPA au mois de septembre. Et c'est le 5 septembre l'examen. Et c'était pour savoir, enfin, comment est-ce qu'il y avait, enfin, je sais pas quand est-ce que ça commence en fait le master de enfin le 240. Est-ce que c'est la mi-septembre ou octobre? Parce que j'ai pas réussi à trouver sur le site internet. Voilà, est-ce que c'est, euh, est-ce qu'on peut commencer plus tard ou comment ça se passe pour ceux qui passent le CRPA? Alors, je crois que c'est une question pour moi, ça. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je suis Delphine Rossignol et j'assure le suivi administratif de la formation. Donc, je travaille avec le professeur Renoir et bien évidemment avec l'ensemble de la promotion. Le calendrier n'a pas encore été défini, mais typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on se cale sur la fin des examens écrits du barreau. Donc, si vous me dites que c'est le 5, eh bien, on commencera le 8 septembre. C'est une date fixe. Et à partir de cette date-là, on vous demande d'être disponible pour assister aux cours, qui sont tous des cours en présentiel, du master. Très bien, merci beaucoup. Alors, je précise juste quand même, parce que même si je suis amené à le redire après, parce que ça ne suffit pas, c'est que il est clair que, et d'ailleurs cette année ça s'est passé, hein, beaucoup d'étudiants passent le CRFPA, et d'ailleurs réussissent très très bien, hein, il faut le dire. Normalement, c'est pas des horaires aménagés, hein. Normalement, c'est à vous d'essayer de combiner l'ensemble. Et là, on peut avoir une certaine bienveillance, bien sûr, mais il n'y a pas de suspension des cours en raison du barreau. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est une période. Donc, ce que je veux dire par là, non, mais ce que je veux dire par là, et c'est faisable, hein, d'ailleurs, parce qu'encore une fois, il y en a toute une série qui l'ont fait cette année, qui ont bien réussi. Mais voilà, c'est une période un peu lourde pour vous. Anticiper. Oui, bien sûr, oui. Oui, Paul Vert, je crois. Alors, c'est pas lui qui parle, c'est Amina, mais j'ai pas mon ordinateur. D'accord. J'ai une question par rapport au stage. Comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce qu'il faut s'y prendre maintenant si on veut faire un stage fin M2? Et monsieur, vous m'avez dit lundi qu'on pouvait combiner le stage de M2 avec celui du CRFPA, mais j'ai pas très bien compris. Attends, je vais voir si je peux allumer. Ça, la combinaison, ça, il faut demander ceux qui sont au CRFPA. Je sais que certains étudiants arrivent à l'intégrer, mais je ne sais pas à quel moment ils ont passé leur barreau. Certains mettent effectivement un des stages, enfin, stage de M2 dans le parcours du barreau. Mais je ne sais pas, je ne connais pas exactement la combinaison, d'où l'intérêt peut-être. Je ne sais pas si. D'ailleurs, on va là qu'elle n'a pas passé, puisqu'elle veut faire la magistrature. Mais, Non, je l'ai. Mais je sais qu'il y en a dans la classe qui font passer la convention avec l'école des avocats. Et je crois que Delphine prend en compte ce stage en tant que stage de master pour le valider, mais sans passer par la convention de Dauphine. Ok, d'accord. Donc c'est possible. Alors, de toute façon, d'un point de vue de la validation du stage dans le parcours, puisqu'il est obligatoire, de manière générale, c'est pas que le 240, c'est à Dauphine, on valide parfaitement les stages effectués, quand bien même votre convention de stage serait signée avec une autre structure, un autre établissement. Ça peut être le cas, alors c'est notamment le barreau, c'est l'exemple le plus fréquent, hein, pour les masters de droit. Ça, exceptionnellement, ça pourrait être parce qu'il y a une autre formation et que c'est un stage plus long, mais ça ne pose pas de problème pour Dauphine, puisqu'on le fait chaque année, de valider. Ce qui est important, c'est que vous fassiez un stage et dans le 240, que vous prépariez un rapport sur ce stage. D'accord. Donc on a un rapport de stage à faire. Ah bah attendez, c'est pas gratuit non plus. Ok. Et on peut faire un stage à l'étranger? Ah bien sûr.
Bien sûr. Ben, c'est bon, c'était ma question. Merci. Oui, monsieur Bijaoui. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Super, merci. Donc, je me présente, je suis étudiant en deuxième année du magistère juriste d'affaires franco-britannique. Et ma question, c'est que je m'intéresse à la fois au droit financier et à toutes les problématiques liées au droit européen. Donc, bien évidemment, il y a la question de savoir si il faut plus s'orienter vers le master 259 ou le 240. Et surtout, c'est encore une idée parce que j'ai pas eu l'occasion de faire un stage dans une institution européenne. Mais la question, c'est si jamais on veut travailler dans une institution européenne, dans le droit financier, par exemple à la Commission européenne, dans la DG FISMA, est-ce qu'il faut plus s'orienter vers le 240 ou le 259? C'est une bonne question. Je vais vous répondre, mais vraiment avec je dirais des points de suspension. Il n'y a pas de réponse définitive, hein. Très clairement, il y a des parcours très Oui, différents. Pour être dans une DG qui est très droit financier à la Commission, je pense que la compétence financière l'emporte sur une compétence plus générale, droit européen et international. Parce que, évidemment, les gens qui vont travailler à la Commission ont souvent tous des parcours très divers, et donc ils vont apporter une compétence technique qui s'ajoute à ces parcours divers. Voyez. oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que j'aurais tendance à. Alors, encore une fois, dans une logique, je veux travailler au niveau européen, institutionnel, mais dans l'aspect financier. Donc là, il faut avoir une compétence financière. Parce que c'est ça qui Oui, oui, ouvrira la porte, et c'est pas votre compétence européenne. Tout le monde a une compétence européenne lorsqu'il travaille au niveau européen. oui, d'accord. Merci beaucoup. Et j'avais une deuxième question, c'est possible. Bien sûr, bien sûr. Euh, Ça plutôt d'ordre administratif, mais dans le cadre du Master 240, lorsqu'on veut partir à l'étranger, je sais qu'il faut faire un test en anglais. Mais si c'est pour un pays hispanophobe, est-ce que pour attester son niveau en espagnol, c'est quel test qui est recommandé? Alors, pour le test pour les pays hispanophones, on a notamment Buenos Aires et Madrid. Et donc, les conditions de langue. Pour Buenos Aires, c'est un niveau C1. Et pour Madrid, c'est un certificat B2 en espagnol de moins de 2 ans. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a un test recommandé ou c'est une attestation d'un professeur? Ah non, 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 il faut donner le résultat d'un test. D'accord. Ouais, le certificat DELE ou SIELE niveau C1. Ouais, non, c'est des scores officiels qu'on vous demande. D'accord, merci. Claire Pouillard. Oui, oui, c'est moi. À nouveau, c'était pour savoir, pour l'entretien d'admission, est-ce qu'il y a un cas pratique à résoudre ou c'est simplement un entretien de personnalité? Euh, est-ce qu'il y a un exercice Oui, juridique ou pas? j'ai compris. Euh, on a bien imaginé de vous faire d'abord subir une épreuve de 6 heures et ensuite éventuellement de vous questionner. Non, on est sur un entretien qui va être sur votre motivation, plus sur votre parcours. Évidemment, si vous êtes en entretien, c'est que on considère en tout cas que dans votre parcours, vous avez la boîte à outils nécessaire. Donc c'est vrai, on n'est pas là pour vous faire un cas pratique. C'est pas un oral, pas un Oui, examen. C'est vraiment au regard de votre parcours, de vos compétences éventuellement en langue, et de votre projet. Donc personnalité, projet. très bien, merci. Et donc pour les langues, il faut combien de langues? Il faut 2 langues ou 3, c'est ça? 3 langues. Enfin, maîtriser 3 langues, j'imagine. Il n'y a pas, on n'a pas mis de Alors, pour critères ceux exclusifs. qui veulent partir au semestre 2, on demande qu'il y ait un TOEFL à 100 qui soit fourni.
Mais donc, il y a, mis à part ceux qui veulent partir à l'étranger dans une destination, bien sûr, anglo-saxonne, il n'y a pas de niveau de langue requis. En revanche, il est évident qu'on apprécie les étudiants qui sont partis, qui ont une expérience à l'étranger, que ce soit un stage ou un semestre à l'étranger. Il y a une particularité quand même, c'est que vous partiez ou pas, il y a des cours en anglais. Donc ça, de toute façon, il faut suivre les cours en anglais. Alors, je pense fondamentalement que lorsqu'on est véritablement sur une carrière internationale, il faut mieux avoir plusieurs langues, c'est clair. Après, ce n'est pas nécessairement le même niveau, et ça dépend aussi de ce qu'on veut faire. Parce que, par exemple, si vous voulez être dans le domaine de la résolution des contentieux, donc des différends, un règlement des différends, que ce soit dans l'arbitrage, que ce soit dans les juridictions internationales, que ce soit dans les contentieux internationaux, la maîtrise de plusieurs langues est souvent un élément, si ce n'est nécessaire, quasiment en tout cas pour rentrer dans le milieu. Après, généralement, on ne travaille pas techniquement en plusieurs langues, mais on a besoin de ces langues pour interagir avec des clients, d'autres avocats, etc. Donc, tous les candidats qui ont plusieurs langues, c'est effectivement pris en compte, mais on n'a pas mis une exigence stricte, c'est-à-dire vous l'avez, vous ne l'avez pas. Vous voyez, ça rentre aussi dans le parcours. En revanche, la maîtrise de l'anglais pour suivre et écrire en anglais, pour suivre un cours en anglais et l'écrire, là, elle est nécessaire puisque que vous partiez ou pas, vous allez avoir besoin de ça. Mais si vous partez, comme l'a dit Delphine, c'est très important, il faut avoir des scores, qui sont les scores d'ailleurs, Delphine, si je ne me trompe pas, qui sont notamment les scores exigés par nos partenaires. Absolument. Vous avez encore une question, Claire? Oui, après, je n'en ai plus. C'était pour savoir, moi, je suis plutôt intéressée par les organisations internationales. Et je voulais savoir, je sais que c'est assez difficile d'obtenir un stage dans les organisations internationales. Et donc, je ne sais pas si, je connais pas grand monde qui a fait le master en 240 à Dauphine. Donc, ma question, c'est est-ce que les étudiants qui ont fait ce master ont pu obtenir un stage dans les organisations internationales? Et si oui, lesquels et comment ils se sont pris? Est-ce qu'il y a un partenariat, mais je pense pas qu'il y ait de partenariat, mais comme une espèce de convention entre Dauphine et les organisations internationales ou pas? Alors, peut-être que Delphine aura peut-être des éléments. Je vais juste vous donner deux éléments en ma possession là. Nous n'avons pas, à ma connaissance, de partenariat. Tout dépend des organisations internationales dont vous parlez. Si vous parlez, par exemple, les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, non seulement il faut s'y prendre dès maintenant, et c'est presque un peu tard déjà pour l'année prochaine, et d'autre part, il faut bien voir que les Nations Unies ou ce type d'organisation a tendance à plutôt favoriser, alors c'est pas exclusif, hein, ça n'empêche pas, mais à plutôt favoriser des approches droit international public que droit international des affaires. Sur les organisations internationales hors Nations Unies, que ce soit des choses comme l'OCDE ou soit la Commission européenne, là c'est quand même beaucoup plus facile. Sur l'OCDE, là nous avons avec l'OCDE, nous avons des rapports, alors c'est pas parce qu'ils sont à côté, mais ça aide, mais nous avons des rapports assez proches entre Dauphine et l'OCDE, et là on a un accès un peu plus direct aux stages, et là les stages, on peut obtenir des stages, et il n'est pas nécessaire de s'y prendre un an et demi avant. Mais les Nations Unies, c'est de toute façon très compliqué. Et encore une fois, ce n'est pas nécessairement le parcours 240 qui est privilégié, puisque c'est plutôt du droit international public. Mais pour des organisations OCDE ou Commission européenne, là c'est tout à fait faisable. Et généralement, il y a des services des stages, en fait. Vous pouvez les contacter. Vous n'avez pas besoin de connaître quelqu'un à l'intérieur. D'accord, ok. Et pour les banques de développement, c'est pareil ou... Oui, ils ont des services, mais peut-être. Alors, pour les banques de développement, pour le coup, il est vrai que Dauphine, là, a une porte d'entrée, je dirais, plutôt très favorable, puisque Dauphine est très connu sur le domaine bancaire et financier. Et donc, c'est vrai qu'ils ont souvent des stagiaires de Dauphine. Il y en a un petit peu moins aux Nations Unies. D'accord. Merci beaucoup.
Alors, pour compléter, on a, mais alors c'est pas, c'est la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg. Oui. Donc, on a un juge qui, avec qui on a une relation depuis des années et qui, pas tous les ans, ça dépend des années, reçoit donc des étudiants stagiaires. Ils sont très friands et on a même des anciens qui travaillent maintenant à son cabinet. Donc voilà, si ça vous intéresse, on a vraiment voilà, une possibilité d'avoir des stagiaires à Luxembourg. D'accord, très bien. Alors, Sonia, je crois, ensuite. Bon, je suis arrivée un petit peu en retard, donc peut-être que la question a déjà été posée. Je me présente, je m'appelle Sonia Lédil. J'ai été étudiante à Paris Descartes et là je suis en M1 de la même mention à Paris-Saclay. Et je me posais la question parce que j'aimerais faire un stage à l'étranger, mais au Moyen-Orient. Et je voudrais savoir si il faut attester de son niveau en arabe pour pouvoir effectuer ce stage. Alors, c'est avec, moi je dirais spontanément, l'organisme qui va vous recruter qu'il faut vérifier ça, parce que nous, on est là pour vous faciliter la vie, pour vous signer les conventions. Alors peut-être que j'ai mal compris la question. Non, c'était pour savoir s'il y avait une exigence parce que je sais que pour le niveau d'anglais, ça doit être, attesté. Mais je me demandais si pour la Pardon, on vous deuxième langue entend du pas. pays ah, vous m'entendez? Pardon, est-ce que vous m'entendez là? Oui, Là, on vous entend, mais est-ce que vous m'entendez moi? Parce que oui, on j'ai On vous vous entend. entend, oui, 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 ok, j'entends. j'ai un signal, enfin, une information sur le. Ok. Alors, pour vous répondre, en règle générale, après, il faut voir les cas particuliers, mais en règle générale, les universités du Moyen-Orient qui reçoivent en échange, comme l'a dit Delphine, vont exiger un niveau attesté en anglais, mais pas en arabe. Pourquoi? Parce qu'ils offrent des parcours en anglais. Et si vous pouvez prendre des cours en arabe en plus, vous pouvez, mais c'est pas obligatoire. Donc, du coup, ils peuvent vous faire aussi une évaluation sur place ou voir avec vous. Donc, ce qui est clair, c'est que pour un certain nombre de ces établissements, ils vont se prononcer, enfin, ils vont exiger l'équivalent d'un TOEIC, d'un TOEFL, etc., mais pas nécessairement en arabe. Alors, D'accord. ça ne serait pas le cas si vous candidatez dans un parcours exclusivement en arabe. Mais c'est Oui, vrai que là, j'ai pas je ne sais pas ce qu'il demande, pour le coup. d'accord. Merci beaucoup. Alors ensuite, je pense, c'est Katrina Pulega. Bonjour. Oui, je crois que Christopher avait Ah levé oui, la pardon. main avant, si Parfait. jamais il veut. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis un étudiant danois. J'habite à Paris. Je suis actuellement en M2 droit des affaires en Danemark. Et c'était juste pour savoir, pour l'entretien, quelles sont les qualités qu'il sera bon de mettre en avant. Toute qualité est bonne à mettre en avant. Mais comme j'essaie de le dire tout à l'heure, mais peut-être que ceux qui sont passés avant vous pourront vous en parler parce qu'ils ont un autre regard. J'aurais tendance à dire que ce que l'on recherche essentiellement, au-delà de la capacité à faire le Master 240, et encore une fois, hein, comme je l'ai déjà dit, généralement, ça, on le regarde par rapport à ce que vous avez fait, est-ce que vous avez fait les cours nécessaires et autres. On va essentiellement avoir un échange autour de votre motivation, les raisons pour lesquelles vous voulez faire le 240, votre projet, sachant que évidemment, il ne s'agit pas d'arriver avec un projet complètement préparé. Je veux dire, en plus, comme l'a dit Malak tout à l'heure, les projets évoluent. Sherifa a dit la même chose, les projets évoluent entre le début de l'année et autres, mais vous n'arrivez pas en disant ah ben je vais faire le 240 parce que oh, ça a l'air sympa, donc ça me paraît bien. Qu'il y ait une motivation, et c'est ça essentiellement qui va faire l'objet de l'entretien, et de montrer pourquoi vous avez finalement toutes les qualités, les capacités et l'envie d'être dans le 240.
D'accord, merci beaucoup. Donc, du coup, si je ne me trompe pas, ça c'était Christopher. Et donc, Katerina, et ensuite Clément. Oui, bonjour. Donc, je me présente, je m'appelle Katerina Poulega. Je voulais poser une question bon, ça a déjà un petit peu été posé, mais c'était encore par rapport aux critères d'admission. Quelles sont vos attentes en termes de bagages par rapport au droit, à la partie droit des affaires? Donc, par exemple, j'ai fait un master en droit privé européen à Amsterdam et j'aimerais bien du coup intégrer directement ce master 2. Donc, voilà, je me posais un peu ce type de questions. Alors, les exigences en termes dans la boîte à outils que moi j'attends des étudiants dans le 240, évidemment une certaine ouverture au droit des affaires, mais pas nécessairement une compétence déjà complète en droit des affaires. C'est impossible dans les affaires, c'est trop large. Mais j'aurais plus tendance à regarder parce que c'est plus spécifique, le fait d'avoir une compétence en droit international privé, d'avoir fait un peu de droit international privé, parce que pour le coup, ça c'est assez spécifique. Éventuellement aussi tout ce qui est lié à arbitrage, médiation, conciliation, procédure contentieuse, puisque c'est assez spécifique. Et après, tout ce que vous avez pu faire qui touche au droit des affaires généralement suffit. Vous avez fait à un moment donné du droit des sociétés. Si vous avez fait du droit des contrats, la base du droit des affaires, c'est le droit des contrats de toute façon. Donc, je ne vais pas exiger des étudiants qu'ils aient une maîtrise parfaite du droit des sûretés, des procédures collectives, du droit des sociétés, etc., parce que ça sera juste impossible. Donc, on va vraiment s'intéresser aux points qui sont spécifiques et qui, là, pour le coup, sans une première préparation, une première entrée dans la matière, ça devient difficile, c'est-à-dire le droit international privé et les questions liées autour du contentieux, donc droit processuel, arbitrage ou médiation, conciliation. D'accord, merci beaucoup. Peut-être un point assez intéressant, votre question. Et il vient à l'esprit que le 240, ça reste un master généraliste. Hein. Donc, il est spécifique et très spécial parce qu'il a l'approche européenne et internationale, mais il est généraliste dans ces matières. Et d'ailleurs, ce qu'a dit Malak le confirme bien, c'est-à-dire que même si une majorité deviennent avocats, les avocats vont exercer de manière très différente, mais il y en a aussi qui partent en entreprise et en organisation internationale, ce qui montre bien que vous n'êtes pas enfermé dans une tête d'épingle de fonctionnement. Le point commun, c'est effectivement la maîtrise des outils internationaux, compréhension du cadre de droit international avec toutes ces particularités. Et d'un point de vue plus technique, c'est les méthodes du droit international privé et des modes spécifiques de régulation, de règlement des différends au niveau international, qui sont généralement l'arbitrage. Enfin, l'arbitrage et la conciliation, médiation. Clémence. Oui, bonjour. Moi, je suis en Master 1 droit des affaires et fiscalité et actuellement à Dauphine. Et je voulais savoir, parce que Madame Rossignol en a parlé, mais est-ce que l'échange en partenariat avec Buenos Aires est encore ouvert ou d'actualité? Parce que le service des échanges à l'étranger m'avait indiqué le contraire et je ne le voyais pas affiché sur le site. Donc, je voulais savoir s'il était bien sur Alors, l'actualité. je ne sais pas exactement quand est-ce que vous leur avez parlé. Clairement, les partenariats sont souvent anciens et généralement renouvelés. Maintenant, à l'heure où je vous parle, j'ai aucune certitude à 100% que il va être renouvelé. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas eu, en fait, dans les 3 dernières années, on avait des places. On en avait combien pour Buenos Aires? On en avait 2. Mais en fait, on n'a pas eu de candidats avec le niveau d'espagnol donc requis pour partir. Donc voilà, cette année, il y avait des places qui étaient proposées. L'année prochaine, quand est-ce que vous avez été les voir aux affaires internationales? C'était en début janvier, je crois. Ouais. D'accord. Et qui vous a renseigné sur ce point? Madame Gauvin.
D'accord. Bah, écoutez, c'est vrai qu'elle est plutôt bien placée pour ça. Elle vous a dit que c'était fini, c'est ça? Oui, qu'il n'y avait plus de partenariat cette année. Ah, bon. Bah, écoutez, là, ouais. Ouais. Ok, Peut-être que ça va changer, mais là, je n'ai pas de nouvelles plus fraîches que celles que vous avez. ok, ça marche. Et moi, j'avais une autre question, mais ça concerne l'admission par le M2. Si on envisage de faire une césure entre le M1 et le M2, à quel point l'admission au M2 se fait en complémentarité de la césure? Est-ce qu'elle se fait à la fin du M1 et est-ce qu'elle doit être renouvelée à la fin de la césure ou pas? C'est-à-dire qu'est-ce que vous candidatez au parcours 240 l'année où vous faites votre césure, ou est-ce que c'est en revenant de votre césure? Est-ce que si je candidate à la fin du Master 1, je peux partir en césure et après revenir en Master 2 et avoir une place garantie? Ah oui. Pour moi, oui. En fait, pour vous assurer de la césure, il vous faut en faire évidemment la demande et obtenir l'accord du directeur de parcours de M1 où vous êtes. Et après, eh ben, il faut recandidater, sachant que nous, on va vous repérer comme étant dauphinoise et que vous serez prise dans le parcours qui vous intéresse. Ok, d'accord. Oui, mais alors, je comprends bien, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne va pas vous sélectionner avant la césure. Non. D'accord. Vous Ouais. vous faites votre césure, vous obtenez la césure, vous faites votre césure, et quand vous candidatez, c'est après votre césure. Ouais. Mais de toute Pour façon, venir, ouais. vous êtes une M1 Dauphine, donc vous êtes dans la mention de Dauphine, Ouais. Ok. parce que vous avez fait une césure officiellement. Ouais. En gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne vous fait pas passer 2 entretiens, vous voyez? Oui, oui, c'est ça. C'était ma question. Merci beaucoup. On a encore une question de Claire. Oui, dernière question. C'est juste pour savoir, en termes de notes pour les admissibilités, donc pour l'entretien, qu'est-ce que vous attendez? Voilà. Et est-ce que, enfin, par exemple, moi je suis en double diplôme, est-ce que c'est pris en compte dans la notation? Est-ce que, ou ça reste la même chose? Enfin, voilà, c'est ça ma question. Difficile comme question. La réponse facile, c'est de dire, bah voilà, il y a une moyenne générale qui apparaît, et tout ce qui est au-dessus a une chance, tout ce qui est en dessous, a priori, malheureusement, n'a pas de chance. En réalité, c'est un peu plus complexe. Il est évident que si vous prenez les résultats des étudiants qui sont entrés, il y a généralement des bonnes moyennes, mais on regarde l'intégralité du parcours, évidemment. L'intégralité. Surtout pour des parcours comme le 240, où vous avez des gens avec un bagage tout à fait différent, des expériences différentes, on ne peut pas avoir une grille unique. Je ne vous cache pas que, vu le nombre de candidatures et vu le nombre de places, c'est vrai que la tendance naturelle, c'est que les résultats sont plutôt bons, mais il n'y a pas on ne fixe pas de manière arbitraire je connais peu de masters dans le film qui fassent ça. Donc, de manière arbitraire, une note, et vous êtes au-dessus ou vous n'êtes pas. C'est pas ça. C'est vraiment sur les parcours, même si je ne cacherai pas que dans l'ensemble, la demande fait que les résultats sont plutôt bons. D'accord, merci. Et on ne disqualifie pas les doubles parcours type GEM, que je connais très bien par ailleurs, Ok, dans une autre formation. Ça, c'est clair. d'accord, merci. Je crois que Sonia voulait encore poser une question. Vous m'entendez cette fois-ci, ça va? Oui. Ok, super. Oui, dernière question. C'était pour savoir, parce que j'ai vu que dans la plaquette, il y avait marqué trajectoire recherche, et je me posais la question si c'était une possibilité comme débouché d'intégrer une école doctorale à la fin enfin, du master. Alors, tout à fait. C'est l'objectif même de la trajectoire recherche. C'est quelque chose qui est choisi en plus. Alors, il y a un petit flottement sur la façon de s'organiser parce on est dans des réformes, des restructurations. Mais la logique, effectivement, que nous avions en droit, c'était qu'on donnait la possibilité à ceux qui étaient intéressés de suivre, en plus
les cours du master, quelques enseignements qui menaient à la recherche et qui pouvaient vous prédisposer, effectivement, c'est pour ça qu'on avait mis ça en place, à susciter des intérêts pour inscription en thèse après. Tout à fait. Et c'est vraiment l'objectif. Donc ça vous demande un tout petit effort supplémentaire parce qu'il y a quelques cours en plus. Alors c'est pas un master de plus à suivre, hein. C'est juste quelques cours, mais qui viennent s'ajouter évidemment sur ce que vous faites. Et il faut rédiger un mémoire. Ok, d'accord. C'était ma question. Merci beaucoup. Bon, bah écoutez, De toute façon, s'il y a d'autres questions. alors moi, ce que je vais faire, de toute façon, c'est que je vais vous quitter comme ça. Si jamais vous voulez poser des questions, en dehors de ma présence, aux étudiants qui sont actuellement dans le parcours, n'hésitez pas. Et puis après, il y a quand même un certain nombre d'informations sur le site. J'allais dire, n'hésitez pas à contacter les étudiants pour leur demander ce qui vous passe par la tête en termes de fonctionnement de la formation. Mais enfin, ils sont aussi relativement pris. Donc, je ne voudrais pas qu'ils soient assaillis de questions. Et alors, est-ce que, Claire, juste une question de ma part avant la vôtre, est-ce que c'est une question qui suppose que je reste ou est-ce que vous préférez que je me déconnecte? Je crois que vous avez levé votre main. Oui, non, peu importe. Non, c'était juste pour savoir. Je sais que, enfin, j'ai eu ma coloc qui est très intéressée par le master de droit des affaires de Dauphine. Et elle m'a expliqué que, il y avait un cocktail qui était organisé, alors je sais pas si c'est par les étudiants et l'enseignant ou le responsable du parcours droit des affaires, enfin du M2 droit des affaires, pour pouvoir rencontrer avant l'admissibilité ou l'admission les élèves et est-ce que c'est la même chose pour le master droit européen international ou pas? Alors, non, certainement pas. Alors, en tout cas, c'est pas moi qui vais organiser. Alors je crois que c'est les élèves plutôt qui Alors, organisaient. d'accord. Donc, Si c'est les étudiants, je crois que ok, c'est très bien. les étudiants. Ça me pose pas de problème. Et dans ce Oui, cas-là, je ne suis pas au courant. Mais oui. moi, certainement pas. Je ne vais pas organiser un cocktail pour rencontrer les étudiants et les étudiantes personnellement Ah non, bien sûr. Non, mais... avant la sélection. Vous voyez, Oui, oui, ah oui, bien sûr. Mais non, mais je crois que c'était les étudiants qui avaient fait ça. D'accord. Et ils ont un LinkedIn et je crois qu'ils ont ils organisent des Oui, oui. différentes events. Donc c'était pour les étudiants plutôt. Oui, effectivement. Non, il y a effectivement des afters ou ce genre qui se font spontanément entre étudiants ou entre futurs étudiants. Mais alors, je réponds juste pour ma part institutionnelle, qui conserve quand même un minimum d'institutions. Non, Oui, tout à nous fait. ne le Oui, faisons bien pas. sûr. Nous ne le faisons pas, mais peut-être qu'effectivement les étudiants l'ont organisé. Malak va vous répondre. Non, on n'a pas organisé ça. Je crois que c'était dans le 214 parfois les afterwork où ils rencontrent Madame Schiller, mais nous, ça se fait pas vraiment. Mais on peut éventuellement l'organiser s'il y a des personnes intéressées. Voilà. Merci. Et est-ce que vous avez aussi, par exemple, un moyen pour vous contacter, une page LinkedIn ou pas, comme le 214? Il Ok. y a le Instagram Master 240 Dauphine. Ok, très bien, merci. Bien, moi, je vous dis bonsoir, mais vous pouvez encore rester quelques minutes si vous voulez poser des questions. Je vous dis bonsoir et puis merci de porter autant d'intérêt au Master 240. Écoutez, je vais faire de la même. Merci Et beaucoup. si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez toujours m'écrire. Je répondrai. Et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir, Merci. bonne soirée. Merci. Bon, du coup, on est en plus petit comité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, vous pouvez prendre la parole directement. Hein. Vous n'êtes pas obligé de lever la main. S'il y a personne qui a une question, moi j'en ai une. C'est pour savoir si vous avez des conseils pour l'admission et même si bon, il n'y a pas de note requise, si vous savez à peu près combien il faut avoir et les matières qu'il faut avoir réussi.
dans son parcours pour espérer être pris? Les notes, je pense que vous les soumettez directement à votre dossier de candidature, donc il les regarde déjà. Donc si vous êtes en entretien, c'est que, comme il vous l'a dit, les notes, c'est bon, c'est OK. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment mettre en avant tout ce qui, pour vous, peut paraître insignifiant auprès du droit, mais en soi, c'est vos expériences personnelles, tout ce qui fait partie de votre identité, en gros. Si vous avez une double culture, si vous avez voyagé longtemps quelque part, si vous avez fait un stage en entreprise, en finance, mais que ça n'a rien à voir avec le droit ou peu importe, moi je pense que c'est super important de le mettre en avant parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Monsieur Renoir, il est quand même très, très attaché à la personnalité des candidats. Et c'est pour ça que dans le Master 240, la plupart des élèves ils viennent d'horizons différentes, d'échanges différents. Il n'y a pas que des Français, il y a beaucoup d'étudiants étrangers également. Donc voilà, c'est vraiment très divers. Il faut juste mettre en avant tout ce qui fait partie de votre identité, quoi. Mais tout ce qui est D'accord, merci. notes, etc., si vous êtes en entretien, c'est que c'est déjà acté. Et ça fait partie de votre lettre de D'accord. motivation et de votre CV, je pense. Donc, vous n'avez pas besoin de répéter la même chose, quoi. Et l'entretien, il dure combien de temps en vrai? Moi, j'en ai aucune idée. Je ne l'ai pas passé, mais Ah. je peux répondre, je pense. Ça dure une vingtaine de minutes à peu près. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je voulais juste savoir si l'entretien est en anglais ou en français. Personnellement, mon entretien était en français et c'était le cas de la plupart des autres personnes, donc en français. Ok, d'accord. Merci. Et on peut vous contacter par Insta ou par quelque chose, enfin, personnellement ou pas? Ça vous dérange pas si par exemple il y a plus de questions? Non, pas du tout. Moi, personnellement, tu peux me contacter sur LinkedIn. Ok. Et je tape Malaka Shaima. Malak, ouais, il y a déjà. Sans le Shaima. Sans le Shaima, ok. Malak. Pareil, c'est le nom qui est affiché à tête de Tom Sherifia. Et oui, pour ceux donc, qui ne sont pas dauphines et qui vont devoir passer des entretiens, juste un conseil général. Vraiment, en fait, Monsieur Renoir, c'est quelqu'un qui est très ouvert. Il est très accessible et il a dit un mot très important tout à l'heure, il a dit ouverture intellectuelle. Donc vraiment, quand il vous prend en entretien, le but, c'est pas que vous démontrez que vous êtes le major de promo et que vous avez les meilleures notes et que vous avez fait les meilleurs stages, etc. Il veut vraiment voir si, au-delà de ça, vous êtes quelqu'un qui pourra apporter une plus-value, entre guillemets, on va dire, au master, et quelqu'un qui a su, au-delà de ses études, s'intéresser à autre chose et qui a su être proactif et, par exemple, dans les associations, a su mettre en place des projets, du leadership, on va dire. Donc, vraiment, appuyez sur ça, appuyez sur votre motivation. Allez en entretien en ayant confiance en vous parce que lui, il n'est pas là pour vous saquer. Au contraire, il vous accompagne, il vous encourage pendant tout l'entretien. Donc, vraiment, ne stressez pas par rapport à ça. Pour votre lettre de motivation, préparez-la très, très minutieusement. Parce que si vous savez que niveau notes, vous avez quelques lacunes, vous pouvez les rattraper dans la note de motivation en mettant en avant vos projets, votre projet professionnel, etc. Voilà. Oh, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous laisser. Très bien. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bye. Au revoir.